L'équipe de Ivorian.net a eu l'honneur de recevoir ici à Malmö en Suède, Dr Boga, qui a eu à échanger avec la communauté des Ivoiriens vivant dans le sud de la Suède. Par curiosité, puisque les Ivoiriens de la Suède s'intéressent également à l'actualité de leur pays, la situation politique actuelle, les Ivoiriens, dans leur grand ensemble, ont souhaité que Dr Boga leur donne les nouvelles du pays. Dr Boga, bonsoir et bienvenue en Suède. Au nom de l'équipe de Ivorian.net, je voudrais vous dire merci d'être venu, merci d'avoir partagé ce repas et puis donnez-nous les nouvelles. Merci. Très bien. Je voudrais saluer tous les amis et frères qui sont là. J'avoue que nous ne sommes pas à une conférence, donc je souhaiterais que ce soit un petit échange fraternel d'Ivoiriens, d'Africains, de Suédois et de Danois, comme de Danoises aussi et de Suédoises aussi, naturellement, qui viennent nous rendre visite et qui nous ont fait l'amitié de nous recevoir. Je voudrais vraiment vous dire merci pour l'accueil. Ça a été chaleureux. On s'est retrouvés un peu au pays. Je voudrais dire merci à l'artiste émérite, que moi j'appelle amicalement l'artiste international, John Yale, avec qui j'ai eu à faire ce week-end, un week-end plein et entier au Danemark. Donc on ne va pas refaire la conférence. Mais vous savez, comme c'est des coutumes chez nous, quand vous avez un frère qui arrive, en tout cas qui est un peu un sachant, qui a un peu d'informations, surtout que nous sommes en crise grave, il faut profiter pour donner un peu d'informations et tout cela. Et je voudrais commencer par tout de suite là, balayer quelque chose. Il y a beaucoup parmi nous qui ont peur quand on va commencer à parler du pays. Il y en a qui disent non, non, il ne faut pas qu'on me filme, non, il ne faut pas me photographier, je veux pas que mon nom apparaisse. Mais c'est un pays. Le pays, il n'y en a pas deux. Vous allez être des Suédois, des Danois, jamais le Suédois et le Danois ne va vous reconnaître comme un Suédois et un Danois pur. On n'a qu'un pays. Notre pays est en crise. Le fait d'en parler, mais c'est la chose la plus normale. Mes chers frères, je suis sorti de la Côte d'Ivoire le 10 juin 2011, autant pour moi. On prend le président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Nous autres, on est cachés jusqu'à ce que moi je sorte du pays le 10 juin 2011. Mais partout où je me trouve, s'il y a un seul Ivoirien qui a besoin qu'on parle de la Côte d'Ivoire, je suis prêt. C'est pour cela que je dis merci aux différents responsables de Ivorian.net qui voudraient que j'échange un peu avec mes compatriotes sur la situation de notre pays. Je ne vais pas être long. Si vous avez peut-être une ou deux questions, je peux apporter quelques informations. Mais puisque je suis de passage ici, je vous donne un peu là où nous sommes arrivés. Parce que depuis que je suis sorti du pays, avec mes frères de Paris, d'Italie, de Genève, de Bruxelles, on est un peu en phase. On travaille pour notre pays. Pourquoi? Vous savez qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on ne vit plus aujourd'hui. Hein? Personne ne peut brancher. Tous nos parents sont muselés. Ils sont embastillés. Ils sont embrigadés. Ou bien tu penses, Ouattara, tu es libre, tu peux circuler comme tu veux, tu es content, il n'y a pas de problème. Mais si tu penses autrement, un peu comme Laurent Gbagbo, il faut te cacher et puis il faut te taire. C'est ça la réalité. Nous, on n'a pas connu cela, même avec Houphouët-Boigny. Nous sommes nés dans un pays libre où même les étrangers sont riches. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et on est en train de la perdre. Et on est en train de la perdre. Ce que je voudrais vous dire en deux mots. La crise est terminée, on ne va pas revenir là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé et tout cela. Mais dans la crise là, quand même, il est important que je vous dise, chers amis, chers frères, depuis que je suis là, ça fait bientôt 2 ans, j'ai beaucoup voyagé. Et je peux faire une comparaison. Au début, en 2011, au début 2011, quand on a pris le président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, dans la période, mais on était bouclés dans toute l'Europe. Partout où on passait, on ne voulait même pas nous recevoir. Que ce soit moi-même, Alain Toussaint, Abel Naki, Willy Black, tous ces frères de Paris, on était bloqués. Et on n'avait qu'un seul moyen de lutte, la rue. La rue à Paris, la rue à Bruxelles, la rue à Genève. On est allé même, vous vous souvenez, on allait à Genève, un certain 6 octobre, pour parler au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
on fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, quand je compare hier à aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Ça, je ne viens pas pour vous faire plaisir, mais je vous dis ce qui est. Les choses sont en train de changer. Au moins les Européens nous ouvrent maintenant les bureaux. Au moins les gens, ils cherchent à savoir, mais qui est ce Laurent Gbagbo? On l'a arrêté, ça fait 2 ans. Mais pourquoi les gens continuent de manifester? Il est à La Haye, mais c'est terminé. Moi, j'ai été reçu le 5 juin 2012 en Italie par le ministère des Affaires étrangères. Là-bas, on m'a dit, mais docteur, vous venez ici, là, vous parlez de quoi? Oui, Laurent Gbagbo, oui, il est à La Haye, il faut qu'on le libère. Docteur Bouga, nous, on a fini avec Laurent Gbagbo, c'est terminé, ça. C'est terminé, en Côte d'Ivoire, on a bouclé. La communauté internationale, nous, on a fini. Notre problème aujourd'hui, c'est le Mali et puis la Syrie. Donc, si vous ne voulez pas faire de la politique, Ouattara va rester aussi longtemps qu'il aura voulu. Nous sommes sortis de cet entretien pratiquement les larmes aux yeux. Mais ce sont des discours qu'il faut entendre pour que les fils du pays sortent de leur trip, pour se battre. Vous êtes ici, ce n'est pas mauvais d'être en Occident. Vous représentez notre pays ici, nos cultures, nos valeurs. Mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, les nôtres souffrent. Et que chaque fois, chaque matin, quand ils nous appellent, c'est pour dire, c'est sur vous que nous comptons. On espère que vous allez nous sauver. Parce que nous sommes emprisonnés, même si nous ne sommes pas en prison. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons un président à la tête de la Côte d'Ivoire, un chef d'État. Je ne sais plus, entre lui et M. Laurent Gbagbo, qui a vraiment gagné l'élection de mon pays. J'ai voté comme beaucoup d'Ivoiriens. J'ai été même un des observateurs de l'élection. Et vous savez, même si vous êtes ici, vous suivez l'actualité, je fais partie de ceux qui ont voyagé. Je suis allé à Addis Abeba, je suis allé même à Abuja. On a porté plainte contre la CEDEAO parce qu'on veut intervenir militairement dans notre pays. J'ai parcouru le monde, on lit les livres. La démocratie, il n'y a pas pour les Africains, il n'y a pas pour les Blancs. Et nous estimons que ce qui s'est passé dans notre pays ne s'est jamais passé dans aucun pays dans le monde. Pourquoi? Pourquoi? Aux États-Unis, la grande Amérique, en 2000, George Bush et puis Al Gore, ils sont allés à l'élection, ils sont bloqués. Il a fallu recompter les voix. Dans mon pays, on dit on ne recompte pas. Ce Laurent Gbagbo, il faut qu'on le crucifie. Moi, je ne suis pas FPI. Je ne suis pas FPI. Je ne suis pas BT. Mais j'aime mon pays. Et les règles qui unissent, qui fondent tous les pays du monde, on les a étudiées. Nous avons les mêmes valeurs. Pourquoi dans notre pays, on va venir brimer, tuer une population, prendre un président élu, le déposer à La Haye, et puis vous voulez qu'on se taise? Si vous pensez que dans la vie, c'est avoir ma femme, mon travail, mes enfants, c'est ça qui est la réussite, vous êtes à côté de la plaque. Parce que la vie, c'est se battre pour sa patrie. Quand vous finissez de travailler en Europe, là, votre argent sert à quoi? Vous êtes malheureux parce que vous ne pouvez pas en jouir devant vos compatriotes. Il faut qu'on se batte pour notre pays. Et je ne dis pas de prendre les armes, parce que je n'ai pas fait d'études pour les armes. Mais là où vous vous trouvez, vous avez le devoir de soutenir ceux qui se battent pour votre patrie. M. Laurent Gbagbo est à La Haye, je vais terminer par là, ici il y a une ou deux questions, on va les prendre. Nous sommes allés à La Haye plusieurs fois. Le bilan c'est quoi? Un certain 28 mars 2013, Laurent Gbagbo est intervenu. Grand, comme un grand homme. Qu'est-ce qu'on va retenir du discours de M. Laurent Gbagbo? Oui, c'est une victime. Il est à La Haye, il va être jugé. Mais on peut ne pas avoir le procès. C'est-à-dire que jusqu'au 28 mars, au 28 mai, pardon, la Cour pénale internationale doit se prononcer pour nous dire est-ce qu'on va juger Laurent Gbagbo ou bien est-ce qu'on va le libérer? Je dois vous dire, chers frères, chères sœurs, que la Cour pénale internationale a un problème. Elle a un problème. Elle a accusé Laurent Gbagbo, elle l'a condamné, on dit que c'est un dictateur, un assassin, un violeur, tout. Mais avant de l'accuser, il n'avait pas encore de preuves. Maintenant qu'on l'a envoyé à La Haye, ils ont commencé à chercher des petites photos, des petites choses pour l'accuser. Même dans les preuves qu'on cherchait, on prend les photos des Kenyans, on met dedans pour pouvoir l'accuser. Et quand Maître Altit et toute son équipe démontent, il n'y a rien dans le dossier. Mais la Cour pénale internationale est embêtée. Pourquoi elle est embêtée? Parce que comment Laurent Gbagbo se retrouve à La Haye?
Mais c'est l'Occident qui l'a enlevé au pouvoir. Et puis c'est l'Occident qui a placé M. Ouattara. La Cour pénale internationale, c'est un instrument de l'ONU. Le Conseil de sécurité, là. Il y a les textes de l'ONU et de la CPI, la Cour pénale internationale, on appelle ça les statuts de Rome. C'est-à-dire c'est le texte qui crée la Cour pénale internationale. Dans les textes de la CPI, il y a un article, l'article 64. Il dit, le Conseil de sécurité peut interdire une enquête. Comme peut autoriser une enquête. Ça veut dire que l'ONU contrôle la CPI. Or, dans mon pays, c'est le représentant de l'ONU qui a dit que Laurent Gbagbo a perdu et Ouattara a gagné. Donc, en clair, c'est l'ONU qui a enlevé Laurent Gbagbo et puis qui a déposé Ouattara. Laurent Gbagbo est prisonnier de l'ONU. Tant que l'ONU veut que Ouattara gouverne, Laurent Gbagbo va croupir en prison. C'est ce que ça veut dire. Donc, souvent, nos compatriotes, nous tous, nous rêvons. Mais en même temps aussi, nous sommes très réalistes. Et quand on est réaliste, on a les moyens de dire à la CPI, il faut faire attention. Et c'est par là que je vais terminer. Vous savez, l'emprisonnement de Laurent Gbagbo, c'est un couteau à double tranchant pour la Côte d'Ivoire. Je regarde la télévision, je le dis. Je l'ai écrit 1000 fois à M. Ouattara, je lui ai déjà dit. J'ai dit à M. Ouattara que je fais partie de ceux qui ne te reconnaîtront jamais comme un président légal et légitime. Cependant, que je veuille, que je ne veux pas, tu es au pouvoir. Mais quand tu es au pouvoir là, pose des actes pour que moi au moins je me retrouve avec mon frère du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Quel est ce président qui ne fait rien pour que le pays se réconcilie? Vous pensez que la réconciliation ça tombe du ciel? Quel acte tu poses pour qu'il y ait la réconciliation? Il y a 500 prisonniers politiques. On les appelle des pro-Gbagbo. Qu'est-ce que tu fais? Allez au Togo. On frappe des Ivoiriens dans un camp de réfugiés politiques. Au Togo. Des Ivoiriens, des gens qui sont bien chez eux, qui ne sortaient jamais. Et tu dis que tu es président de la Côte d'Ivoire, tu es content. Je dis à M. Ouattara, libère les prisonniers. Fais rentrer les exilés. Les Ivoiriens peuvent te laisser gouverner peut-être 5 ans ou 10 ans. Mais parce que toi, là, Ouattara, tu vas passer. Nous, notre pays, c'est notre pays. Chers frères et sœurs, j'ai profité de mon passage ici pour vous dire ces quelques paroles. Mais ce sont des paroles pures et propres qui viennent du dedans. Donc, ça ne souffre de rien du tout. Et puis, en même temps, nous sommes prêts. On écrit des livres, on fait des recherches. Nous sommes prêts pour ce combat-là. Et si vous pensez qu'il est perdu, c'est pour vous qu'il est perdu. Mais nous, quand je dis nous, les fils de la Côte d'Ivoire qui sont attachés à leur pays, aussi longtemps, jusqu'au dernier d'entre nous, nous nous battrons pour sauver notre pays. Je vous remercie. Et le dire, ce n'est pas insulter quelqu'un, ce n'est pas faire de la politique, il n'y a pas de peur avant. Moi, je suis réfugié politique, reconnu comme tel par l'Italie pour 5 ans. Mais je ne vais pas passer 5 ans en Europe ici. Hein. Préparez vos valises. Parce que nous, on se bat pour que nous puissions rentrer. On va rentrer. Voilà. On ne va pas dire, non, mais toi, il y a ton nom à l'aéroport. Quel est ce pays? Tu dis que tu es président, mais tu n'es pas président pour le RDR. Tu n'es pas président pour le RHDP. Tu es le président de tous les Ivoiriens. On veut, on ne veut pas, on t'aime pas. Tu es devant nous, tu es assis. Mais au moins, pourquoi arriver à l'aéroport, on dit, mais lui, il s'appelle Boga, pourquoi? Mais quelle est cette discrimination-là? Et je dis toujours à M. Ouattara, mais ce que tu fais là, c'est dangereux. Si tu ne sais pas dangereux pour aujourd'hui, mais c'est dangereux pour demain. Tu vas faire qu'on va haïr les Burkinabés. Tu vas faire qu'on va haïr les Maliens. Tu vas faire qu'on va haïr les Guinéens. Alors ce sont aux Guinéens de faire très attention, aux Togolais qui frappent nos compatriotes dans les camps de réfugiés, de faire très attention. Les médias ont fait défaut à la Côte d'Ivoire. Mon pays a péché parce qu'on n'avait pas les moyens de communication. Et un certain Sarkozy a fait vendre ce qu'il voulait vendre à toute la communauté internationale et au monde entier. Mais aujourd'hui, tout va se savoir. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et si M. Nicolas Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise ivoirienne de 2010? J'ai parlé.